Mesdames et messieurs, on va commencer par vous. Au tour d'horizon, vous allez nous expliquer en quelques phrases ce que vous faites. On commence par vous, docteur Anaïs Petro. Alors, j'ai déjà un peu éventé le sujet en parlant de lésions buccales. Hein. Vous travaillez avec des chirurgiens dentistes. Oui, voilà, c'est ça. On a une expérimentation qui a commencé déjà depuis 2 ans, là, avec des avis de télémédecine, de téléodontologie. Les praticiens de 3 ou 4 départements, donc le département 37, beaucoup du département 36, quelques-uns du 45 et puis 41, m'envoient des avis de télémédecine avec généralement des avis de dermatologie buccale. Donc la dermatologie buccale, c'est ce qui concerne les pathologies de la muqueuse buccale, que les dentistes ne maîtrisent pas forcément beaucoup et qui est partagée en fait entre les stomatomaxillos et les dermatologues. Pour la plus grande partie. Donc ils m'envoient des avis assez régulièrement et ils ont des réponses dans les 48 heures, ce qui leur permet de souvent rassurer les patients parce que c'est plutôt anxiogène quand on a une lésion et qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la bouche. Et puis de rassurer aussi beaucoup les dentistes eux-mêmes qui ne savent pas forcément ce qui les concerne. Quel matériel, les infos sont transmis comment ? Via Alors il y a des clichés, hein, je suppose. Voilà, donc, le chirurgien dentiste fait un cliché. Il prend une photo, il m'envoie une photo avec une petite histoire de la maladie. Et puis, si j'ai besoin d'éléments en plus, je demande les éléments en plus, mais c'est assez rare. Généralement, il m'envoie un dossier qui est suffisamment complet pour avoir une réponse et l'outil, c'est la plateforme Covotem qu'on peut C'est via voir la plateforme en démonstration, Covotem, oui. Hein, que vous avez vu à l'étage voilà, qui a été modifiée, supérieur. qui est bien plus pratique dernièrement qu'elle ne l'était dans les premiers temps. Alors, on va revenir avec vous, puis avec tous les intervenants, sur les avantages du système par rapport à une période antérieure à la télémédecine, et puis aussi les pistes d'amélioration. Mais avant, on va passer donc la parole à Madame Ravier. Alors vous, c'est pas les lésions buccales, c'est les plaies, la cicatrisation des plaies. On m'entend là, c'est bon ? Oui, on vous entend. D'accord. Alors moi, je travaille en télémédecine déjà depuis au moins 2 ou 3 ans. Je ne sais plus vraiment si ça fait 3 ou 2 ans, peu importe, sur les EHPAD. Donc en tant qu'infirmière référente en plaie cicatrisation, en collaboration avec les chirurgiens avec qui je travaille sur l'hôpital d'Amboise et Château-Renaud. Voilà. Donc on travaille essentiellement sur des patients âgés, évidemment, qui sont en EHPAD et qui sont porteurs de plaies graves, chroniques, plus ou moins graves en fait. Les escarres, les ulcères, vous connaissez, hein, les dermabrasions graves, les problèmes de dermite du siège, etc. Et on est là pour aider les soignants dans leur prise en charge et dans l'efficacité qu'ils vont avoir auprès du patient. Alors l'intérêt, ça a beaucoup d'intérêt, c'est que ça remet du lien en fait entre l'hôpital et les EHPAD aussi, parce que nous sommes censés nous rendre via la télémédecine au sein d'un établissement de santé, et puis on est là pour aider les soignants à développer leurs compétences afin qu'ils puissent prendre en charge leurs patients le mieux possible, et dans un but de cicatriser les plaies bien sûr, ou d'améliorer le quotidien du malade en lui permettant d'aller jusqu'à la fin de sa vie dans des conditions optimum, quoi. L'outil, pour là encore, il y a des photographies qui sont prises. Alors c'est la même chose, on nous transmet c'est le chariot qu'on peut voir. C'est le chariot et c'est tous mes ordinateurs dans tous les services de consultation sont équipés du logiciel Covotem. Et donc, en fonction du type de patient que j'ai en consultation via la télémédecine, je vais orienter vers un viscéral, un vasculaire, un orthopédiste, j'en passe encore sans doute, les dermatologues éventuellement aussi, de manière à vraiment optimiser la prise en charge. Donc il y aura toujours un protocole de soins avec des objectifs de cicatrisation à court terme et puis à long terme aussi si nécessaire. Et puis on associe des prescriptions médicales si on a besoin. On associe toutes les compétences qu'on a autour de nous de manière à améliorer le quotidien du patient. Combien d'EHPAD à peu près ? Une quinzaine. Une quinzaine. Ouais, une sur quinzaine, le 37 et 41. Indre-et-Loire, pas seulement l'Indre-et-Loire ? 41 aussi. 41, donc Loire-et-Cher, Indre-et-Loire. Et puis bon, après on monte jusqu'à presque Le Mans, on monte là-haut.
Voilà. On continue notre tour d'horizon des dames avec le docteur Joël Buet. Alors vous êtes, je l'ai dit, vous êtes médecin gériatre au CHRU Bretonneau, et vous êtes aussi en liaison avec des EHPAD. Alors il y a le directeur de l'un de ces EHPAD qui est là, c'est le docteur Sidney Atwell, qui est médecin coordonnateur des résidences Choiseul de Tours et les jardins de Chartres. Il pourra prendre la parole pour contrôler que ce que vous dites, voilà, voir s'il est d'accord avec vous, si ça se passe vraiment comme vous allez nous l'expliquer. Alors expliquez-nous en quoi consiste votre job en télémédecine. Qu'est-ce que vous faites ? Alors en télémédecine, dans le service de gériatrie, on s'est rendu compte que certains patients d'EHPAD, pas tous, mais ceux qui sont dépendants, que ce soit sur le plan cognitif ou sur le plan physique, quelquefois la consultation est très difficile à organiser. Et au point que certains patients ne viennent pas, et au point que quelquefois on peut se poser la question, est-ce que vraiment on l'envoie en consultation, est-ce que ça vaut le coup ? Et on ne respecte pas forcément le parcours de soins dans ce cas-là de ce patient. Donc nous, on met en place une téléconsultation pour pouvoir proposer à ces patients à distance une consultation de gériatrie, et surtout en lien aussi avec l'équipe qui le prend en charge, parce qu'on s'est rendu compte que quand on les avait en présentiel, ces patients-là, il nous manquait au moins la moitié des informations. Alors que s'il y a l'aide-soignante, l'infirmière qui est présente, c'est très, très, très utile, en particulier dans les suivis post-hospitalisation, ce qui peut aussi nous permettre de raccourcir éventuellement une durée d'hospitalisation, même si ce n'est pas le but en soi, ça peut être aussi un avantage. Et donc, dans ces cas-là, on prend le suivi post-hospitalisation avec l'équipe, qui nous permet aussi, à nous, de remettre un petit peu en question quelquefois nos projets de soins qui sont pas forcément en lien avec la réalité du terrain de l'EHPAD. Donc voilà, ça fait aussi du lien, ça nous permet de nous évaluer, et on apprend énormément de choses comme ça. Le fonctionnement, c'est quoi ? Alors, dans les EHPAD, c'est aussi le chariot de télémédecine, hein, et chez vous, c'est quoi au CHRU ? C'est un téléstaff avec plusieurs écrans pour... Alors, quand c'est pour de la téléconsultation, c'est simplement un ordinateur avec donc c'est tout simple, comme le logiciel Covotem et une petite webcam. C'est vraiment tout simple. Mais c'est vrai qu'on développe également, on en a fait une la semaine dernière, un système de téléformation, téléstaff avec les équipes d'EHPAD sur des thèmes qui sont choisis par les établissements. La dernière fois, c'était sur le bon usage des contentions. Et donc là, par contre, effectivement, ça va être avec une installation plus importante, avec un écran double pour que ce soit plus facile à gérer. Une étape future. Donc là, vous n'êtes pas tout à fait encore dans ce... Ça a commencé, là. Ça y est, la première session. On va tâcher de proposer 3 dates par an. Alors, je l'ai dit, la résidence Choiseul de Tours fait partie des EHPAD. Il y en a d'autres dans le département Alors oui, il y en a d'autres. De mémoire, je pense qu'on a signé une quinzaine, voire une vingtaine de conventions. Pour l'instant, clairement, ça démarre doucement. Hein, les EHPAD ont peut-être des réticences. J'ai un échange avec un EHPAD en début de semaine qui nous expliquait ses réticences par rapport à l'alimentation du dossier. Les équipes ont peur que ce soit lourd, et c'est vrai que c'est pas forcément facile d'alimenter à partir du dossier du patient la plateforme Covotem, parce qu'il y a des interfaces qui se font difficilement, mais je ne doute pas que les informaticiens... Alors on y reviendra, ça fait partie des pistes d'amélioration, il y a des choses à améliorer. À vos côtés, on a le docteur Cédric Delaporte-Desvaux. Alors lui, il est médecin généraliste et médecin coordonnateur de la MSP de Ligueuil. Il est venu en force, il n'est pas venu tout seul, il a 2 supporters avec lui. Il a le docteur Maxime Potra, qui est aussi médecin à la MSP de Ligueuil. Vous êtes là, docteur Potra ? Il est là. Et puis vous êtes venu aussi avec le docteur Jean-Eudes Peroy, c'est bien ça ? Voilà, qui est aussi médecin généraliste à Ligueuil. Et vous 3, vous êtes déjà des as de la télémédecine. Alors qu'est-ce que vous faites dans votre... quels sont vos usages de télémédecine très concrètement dans cette MSP de Ligueuil ? Alors des as, je ne sais pas, mais en tout cas on manipule ça depuis très peu de temps en fin de compte, puisqu'on est équipé depuis 6 mois à peu près. Mais ça démarre vite. On a une équipe dynamique. Alors pour nous situer, on est à une 50aine de kilomètres du CHU, donc de Tours. On est à 20 km de l'hôpital local, avec la difficulté qu'on peut avoir dans ces situations-là d'accès aux spécialistes de différents domaines. Donc nous, on a développé 2 axes et un 3e qui est en cours qui va se mettre en place, mais un peu plus tard. Déjà la téléexpertise, donc qui consiste à demander un avis ponctuel d'experts sur un certain domaine. On a commencé avec la rétinographie à distance, donc avec 2 réseaux.
un réseau libéral avec le docteur Azawi qui est ici, et un réseau hospitalier avec le service d'ophtalmologie du CHU. Donc là, vous avez un rétinographe, on a un rétinographe qui est installé dans la MSP. Fixe dans une salle de télémédecine, une salle qu'on a équipée en télémédecine, donc avec webcam, micro et écran d'ordinateur, plus le rétinographe qui est connecté. Donc là, vous faites les clichés qui sont transmis par exemple au docteur Sam tout à Razavi fait. et qui va les interpréter et Tout à fait. donner un avis. Voilà. D'accord. Et puis on a développé la technologie en dermatologie Oui. avec le docteur Claudel, médecin dermatologue libéral sur Tours. Et je crois que pour les plaies chroniques, le CHU est en train de... Madame Tauvron va pouvoir bientôt nous donner des avis sur nos patients chroniques et peut-être éviter de les déplacer sur 50 km. Voilà. Le deuxième axe qu'on a développé, qu'on a mis en place en parallèle avec les addictologues, et le docteur Mauger et le professeur qui est là. Et puis le professeur Ballon qui est Ballon là. On va lui donner la parole à la fin. C'est donc un des staffs en addictologie qu'on a commencé. On a fait notre premier il y a maintenant 3 semaines sur 3 dossiers qui permet effectivement, avec toute l'équipe de la MSP, que ce soit les infirmiers, les psychologues et les médecins, de pouvoir aborder des dossiers un peu compliqués pour les prises en charge et les suivis. Donc, voilà. 3 grands domaines d'intervention. Voilà, L'outillage, l'équipement, c'est toujours les questions qu'on se pose. C'est assez souple, c'est assez léger comme... Alors nous, il y a donc le rétinographe, on en a parlé. Non, c'est du fixe. Nous, on a choisi du lourd, du fixe, Ouais. parce qu'on a une structure qui est capable d'accueillir ça et qui est assez confortable pour travailler. Donc on a une salle de télémédecine et on a une salle de réunion, de coordination qu'on a fait équiper complètement en salle de téléstaff. D'accord, donc téléstaff. Voilà. Là, on peut Vous être avez le 20 chariot autour de la concrètement table avec l'expert, l'équipe, les Et vous équipes avez le d'experts. chariot de télémédecine? On n'a pas de chariot de Vous n'avez pas de télémédecine. chariot? Non. Non. Nous, c'est du fixe sur table. Et puis donc la plateforme Covotem pour Absolument, communiquer. toujours avec les difficultés effectivement d'aller chercher les données dans le logiciel métier pour les transférer. Il faudrait peut-être trouver une meilleure fluidité là-dessus. Professeur Ballon, pour vous, la télémédecine, c'est quelque chose d'assez nouveau, d'assez frais, parce que je crois que votre projet, il est en cours, il vient tout juste de démarrer, c'est bien ça, en addictologie. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous faites ou ce que vous comptez faire dans les semaines qui viennent. Ça part d'un constat qui est qu'un certain nombre de structures n'ont pas la chance, comme à Tours sur le CHU, d'être équipées de praticiens ou de personnel qui ont la double compétence, c'est-à-dire une compétence en même temps en addictologie et en même temps en psychiatrie. Et donc, fort de ce constat, on a souhaité pouvoir apporter ce type de compétences là où elles n'existaient pas. Donc, il y a cette première expérience qui démarre pour l'instant surtout sur des staffs, en fait des échanges qui se font entre les praticiens qui ont vu les patients, mais pas avec directement de la téléconsultation, entre le XAPA 37 et en particulier l'antenne de Loche. Le XAPA 37, c'est le docteur Mauger qui est présent, qui en est le coordonnateur. Et puis, il y a un autre versant qui est plus là sur la partie sanitaire, sur laquelle on va essayer d'apporter des compétences en psychiatrie addictologique, là où il n'y en a pas. Et donc, on s'est mis d'accord avec le XAPA d'Orléans, qui s'appelle en l'occurrence la Pléate, de façon à pouvoir faire de la téléconsultation. Donc, on fait le premier test le 11, le mois prochain, et on va voir comment les choses démarrent. Alors évidemment, l'inquiétude qu'on a, c'est que on est dans un mode où la communication est très importante, et pas mal de confrères ont dit, mais finalement, s'il n'y a pas le contact, si on ne respire pas le même air dans la même pièce, est-ce qu'il va y avoir cette qualité relationnelle dont on a besoin en psychiatrie et aussi en addictologie, puisque la façon de travailler est assez proche en addictologie qu'avec la psychiatrie. Et on va découvrir ça. En même temps, on sait tous que par expérience, on a pu avoir des patients au téléphone. Souvent, c'est des patients qu'on connaît déjà et faire bien avancer les choses. Et on se dit qu'avec la qualité du matériel qui nous est présenté, la qualité visuelle, la qualité sonore, on devrait pouvoir recréer quelque chose qui, sans respirer le même air dans la même pièce, va probablement nous permettre quand même d'avoir une qualité de communication. Mais ça, c'est la suite au prochain épisode. Donc ça, c'est de la téléconsultation. Là, vraiment, vous aurez le patient. Alors, le XAPA, je précise, moi, les SIG, ça me fait toujours un peu peur. C'est les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Et la Pléade, c'est donc l'association pour l'accueil et l'écoute
des toxicomanes, donc avec laquelle vous allez commencer à travailler. Le matériel, là encore, assez simple, assez léger. Comme vous avez décrit, c'est juste c'est un double écran d'ordinateur de façon à pouvoir consulter en même temps le dossier qui aura été complété par le personnel de la Pléate, et en même temps d'avoir l'image et de pouvoir déconnecter les deux. Donc ça, c'est la première chose. L'intérêt, c'est aussi un intérêt pédagogique, parce que la Pléate reçoit des internes en psychiatrie, mais qui sont des étudiants en formation, et donc on va pouvoir finalement senioriser leur activité à travers cette téléconsultation où le patient sera accompagné par l'interne qui aura déjà débrouillé un petit peu les choses et qui pourra continuer la prise en charge après la consultation de télémédecine, qui sera suivie d'un débriefing avec l'interne de psychiatrie qui pourra poursuivre les soins. Alors, je crois que ce sera le cas à Orléans, vous aurez un interne auprès de la Pléate qui va œuvrer. C'est ça, exactement. C'est ça, c'est ce que nous avait dit Madame Tellier lors de la rencontre d'Orléans il y a quelques semaines. Alors vous avez commencé déjà à aborder le sujet. Alors on va parler tout à l'heure de l'équipe de télémédecine, on va vous la présenter. Est-ce qu'ils servent vraiment à quelque chose? Est-ce qu'ils font un bon boulot? Est-ce que vous avez eu des aides vraiment efficaces? Parce que ça fait peur quand on dit la télémédecine, il faut y aller, on va se lancer dans la télémédecine. Monsieur Détour l'a dit, c'est prévu dans le PRS2. Concrètement, est-ce qu'on est soutenu, encadré, accompagné? Bon, vous n'allez pas dire le contraire, évidemment, il y a des caméras, ça tourne, il y a du monde dans la salle. Franchement. Alors moi, je les remercie complètement. Je remercie Zia et je remercie Estelle qui vient d'arriver là sur mon secteur, parce que ce sont des acteurs qui me permettent d'activer mon réseau, et elles sont là à aller au-devant des soignants pour essayer de combler des problématiques d'usage, et elles sont très très efficaces sur le terrain, et il faut qu'elles continuent comme ça. C'est très très important pour nous d'avoir ces personnes qui vont un peu partout dans les EHPAD rencontrer un peu tout le monde, qui s'informent, qui cherchent à savoir quelles sont leurs difficultés afin de pouvoir pallier à tous ces problèmes informatiques ou alors de réseau ou alors d'utilisation du dispositif, et qui sont hyper efficaces sur le terrain. Il faut qu'elles continuent comme ça à mobiliser les troupes pour qu'on puisse continuer aussi à travailler avec le réseau, avec la ville, avec les EHPAD, avec tout le monde, parce qu'on travaille tous en collaboration de toute façon. Donc c'est vrai, il y a du monde pour vous accompagner. C'est vrai ça, Madame Petro? Vous, en chirurgie maxillofaciale, vous avez été oui, un peu accompagnée pour démarrer cette expérience? Tous les dentistes, chaque cabinet qui a réintégré au fur et à mesure l'expérience a été aidé bien comme il faut, sans aucun souci. On a expliqué comment faire les clichés, comment les envoyer, comment communiquer rapidement et de manière sécurisée. Oui, et avec un bon suivi. Du coup, là, nous, ça fait 2 ans, et régulièrement, je reçois des mails ou des coups de fil pour me demander comment ça se passe et si ça se passe bien. Donc, Docteur Bleuet, il y a une référente télémédecine au CHRU de Tours, elle montera sur scène tout à l'heure. Donc là aussi, je suppose que vous avez ce qu'il faut sous la main, sur place. Oui, on a vraiment tout ce qu'il faut sur place. Isabelle fait un travail formidable également. Je crois que son titre, c'est chargé d'accompagnement, et c'est exactement ça. C'est vraiment c'est un accompagnement efficace et vraiment toujours approprié en fonction des besoins, que ce soit les besoins au niveau du CHU, mais aussi si jamais on sait qu'un établissement est éventuellement en difficulté, ou alors qu'un établissement est en demande, elle va se charger de déclencher le plan d'aide adapté, et ça va se régler en général. On les joint facilement et ils répondent très facilement à vos questions, parce qu'ils vont nous dire plein de choses tout à l'heure, donc vous confirmez que ça se passe bien. Messieurs, vous êtes d'accord aussi? Docteur de la Porte-des-Vaux, vous avez, parce que vous, c'est la MSP, vous avez été bien aidé, même pour l'équipement, pour voir un peu comment les choses peuvent se mettre en place. On vous a pas laissé tout seul face à votre destinée de télémédecine? Non, là-dessus, on peut rassurer tous ceux qui voudraient se lancer sur un tel projet. On a eu une aide précieuse, un suivi très très près du dossier. Donc des aides pour le monter, des aides pour trouver les interlocuteurs, on a même eu les aides pour le montage financier, parce que on en parlera peut-être tout à l'heure. On va en parler, puis il y aura une partie de notre soirée qui sera consacrée au financement, à la rémunération des actes, etc. tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Que ce soit les équipes de l'ARS avec Yasmina Hurel ou Estelle Nico qui lui a succédé. Non, vraiment fantastique. Ou Madame Caudron, qu'on a la chance aussi de côtoyer, puisque on essaie d'établir le plus de partenariats possible. Non, très bien, très bonne équipe, et il ne faut pas avoir peur de ça. Ceux qui veulent se lancer seront bien coachés.
Professeur Ballon, la dictologie, ce n'est pas la première spécialité à laquelle on pense naturellement quand on pense télémédecine. Alors on pense entourage des personnes âgées pour leur éviter des déplacements, etc. Mais vous, pour cette spécialité, on vous a tout de suite dit oui, on va vous suivre, vous accompagner ? En tout cas, on a eu vraiment une écoute qui était très attentive, beaucoup de disponibilité, beaucoup de réactivité aussi. Et vraiment, pour l'instant, c'est parfait. En tout cas, on se sent accompagné. C'est agréable d'entendre aussi l'expérience des gens qui sont déjà engagés dans le processus et de comprendre que ça ne va pas s'arrêter là à partir du moment où on aura démarré, mais que ça va se poursuivre. Donc, on est rassuré et très, très, très heureux, très satisfait de cette interaction avec l'équipe. Donc. Alors, avant de donner la parole à la salle, on va essayer de faire un bilan maintenant. Il y a la colonne des plus et la colonne des moins. Ça vous apporte quoi à vous, à vos patients, et quel est le ressenti? Ou qu'est-ce que vous en attendez? Puisque pour vous, professeur, c'est quelque chose qui est en train de démarrer seulement. Donc, les avantages par rapport à votre pratique d'avant la télémédecine, et puis les pistes d'amélioration, parce que tout n'est pas parfait, je suppose. Alors, les plus, quels avantages vraiment? Qu'est-ce qui peut inciter vos confrères qui sont dans cette salle, les professionnels de santé, à y aller s'ils sont un peu hésitants? Tout d'abord, ça permet de rompre l'isolement, ça permet de partager avec des spécialistes qu'on d'habitude on a des relations que par courrier. Donc ça rapproche quand même l'expert. C'est riche, ça enrichit le niveau partenariat et relationnel, c'est très enrichissant et intellectuellement aussi. Formation continue également, ça participe un peu à la formation des uns et des autres. Ah oui, forcément. L'acquisition de compétences nouvelles. C'est toujours plus facile d'avoir d'avoir la question qu'on a posée, l'image qu'on a envoyée, d'avoir l'échange, la réponse tout de suite, que d'avoir, je vous envoie voir le spécialiste, et puis 6 mois après, avoir la réponse, ah oui, alors c'est quoi qu'il avait déjà. Donc si on a une proximité, on a une rapidité de réponse. Pour le patient surtout aussi, parce que c'est surtout lui qu'il faut mettre au centre de tout ça, et c'est pour lui que ça doit être important. C'est effectivement un avis plus rapide, peut-être éviter pour nos personnes âgées en campagne de faire des dizaines de kilomètres pour voir un spécialiste si juste un avis peut suffire. Donc économie de transport, rapidité de prise en charge, c'est de proximité en fait. Docteur Bleuet, qu'est-ce que vous voyez, vous, comme avantage? Comme avantage, c'est clairement l'échange d'informations avec l'équipe qui prend en charge le patient au quotidien. Et parce que c'est vraiment quelque chose où on passe à côté d'énormément de choses. Et là, on a vraiment les subtilités quotidiennes qui font que tel traitement qu'on a préconisé, en fait, tombe pile à côté parce que dans la vraie vie, dans son EHPAD, c'est juste pas possible. Et au contraire, des pistes, ça peut être sur des troubles de déglutition, sur le fait qu'il faille écraser ou pas un médicament qu'on a prescrit et qui en fait ne s'écrasait pas. Ça a l'air bête comme ça, mais ça permet vraiment d'adapter complètement. Et puis ça évite des déplacements à des personnes pour qui c'est excessivement compliqué, en particulier quand il y a des troubles cognitifs. Voilà. Par contre, ça ne se prête pas trop à l'urgence. Oui, d'accord. Et en moins, je dirais, c'est la difficulté quand même, et je pense que c'est ce qui freine les établissements, c'est les retours que j'ai, à aller chercher l'information dans le dossier du patient qui se situe dans un serveur sécurisé qui est fait pour qu'on ne puisse pas sortir les informations. Et donc, on a des difficultés, c'est assez long, c'est laborieux. Il n'y a pas forcément de gain de temps, c'est ce que vous êtes en train de nous dire concrètement. Il y a un travail de préparation, d'anticipation. Ça inquiète. Après, je ne sais pas s'il y a vraiment perte de temps, parce que là, ce n'est pas à mon niveau que ça se passe. Moi, à mon niveau, c'est ni plus long, ni plus court qu'une consultation classique. Mais pour l'établissement qui prépare, le retour que j'en ai, c'est que ça leur semble long, parce que ça va être compliqué pour aller chercher l'information dans le dossier du patient et le mettre sur la plateforme Covotem. Parce que c'est pas un simple copier-coller, il faut sortir du serveur. Le serveur est fait pour qu'on ne sorte pas les informations. Donc, forcément. Alors, je ne sais pas si Mme Ravier va dire la même chose, puisqu'elle travaille aussi avec des EHPAD, et puis il y a le professeur Ballon entre vous deux. On laisse parler ces dames et on vous donne la parole, professeur. Alors, je suis assez d'accord avec vous sur la complexité de sortir les documents, effectivement. Mais je pense qu'également, pour les établissements qui fonctionnent très bien et avec qui ça fonctionne vraiment, l'envoi de dossiers ne pose pas de problème, ils ont responsabilisé une infirmière motivée qui a été formée à l'usage du dispositif
dispositif. Et donc, du coup, après, c'est plus du tout compliqué pour elle parce qu'elle le fait régulièrement. Le problème étant, c'est qu'en EHPAD, elles sont un nombre assez, plus ou moins, on ne va pas dire très conséquent quand même, mais elles sont assez nombreuses. Et il y a un turnover. Ce ne sont pas toujours des filles qui ont été formées par le COVETEM. Donc, en fait, elles se retrouvent devant la difficulté de pouvoir se servir effectivement du logiciel. Il faut s'approprier l'outil, il faut se l'outil, former, sinon ça ne fonctionne pas. Il faut l'utiliser souvent pour pouvoir vraiment se sortir de ça facilement, rapidement. Effectivement, nous aussi, dans les prises en charge, moi, une consultation Plessica, ça me dure autant de temps qu'une consultation d'un dossier qui m'arrive en télémédecine. Par contre, j'y trouve un avantage certain, c'est dans la formation du personnel. C'est parce que je peux faire des téléstaffs, je peux faire des formations directement avec le dispositif. Et c'est la proximité plus grande parce qu'on peut faire vraiment des téléstaffs en équipe. Alors les gens vont nous poser des questions, on va pouvoir répondre à toutes leurs questions. On va pouvoir aussi les questionner pour affiner nos diagnostics et pouvoir prendre en charge leurs patients le mieux possible. Enfin, c'est une qualité de travail qui est remarquable par rapport à l'usage qu'on avait habituellement d'une consultation classique où on n'a pas l'équipe avec nous qui va nous informer de tas de situations différentes en fonction des patients. Voilà. Docteur Petro, vous aviez commencé à répondre à la question, vous avez utilisé le verbe rassurer oui, tout à l'heure. Ça, c'est un avantage important. Là, pour le coup, moi, c'est un peu différent parce que c'est de la consultation sur dossier uniquement, mais il y a un gain de temps vraiment conséquent, pour moi aussi, parce que pour le coup, pour moi, la lecture d'un dossier, ça se fait en 5-10 minutes. C'est beaucoup plus rapide qu'une consultation avec le patient, et où moi, il faut que je fasse tout le travail d'anamnèse, etc. Là, tout est fait, tout est mâché, j'ai déjà les photos, c'est très pratique pour moi. C'est pratique pour les... Alors, c'est uniquement avec un réseau de dentistes de ville. C'est pratique pour eux parce que j'ai remarqué qu'ils m'envoient les dossiers le soir. C'est-à-dire qu'ils ont vu le patient, ils ont fait le point, ils m'envoient le dossier le soir, je leur réponds généralement le lendemain. Et c'est pratique donc pour eux parce qu'ils rassurent le patient très vite, qu'ils n'ont pas forcément du coup besoin d'adresser le patient à un expert ou à un correspondant qui est pour le coup beaucoup là-dedans. J'ai beaucoup de dentistes du 36 où il n'y a vraiment pas grand monde. 36 et 18, il n'y a pas grand monde. Donc du coup, ça évite aux patients d'avoir à venir jusqu'à Tours. Bon, c'est arrivé que certains patients viennent à Tours et le gain de temps, ça a permis... puisque c'est assez rapide, que ça fonctionne bien entre nous, parce que je suis alertée qu'il y a un avis par mail, en fait. Donc, je reçois un mail de Covotem, donc je sais qu'il faut que j'aille ouvrir Covotem. Je ne l'ouvre pas tous les jours, j'ouvre quand j'ai reçu un mail. Et ça a permis de voir des patients et d'avancer très vite dans la prise en charge de quelques dossiers qui étaient vraiment urgents et qui auraient traîné sans ça. Et puis, il y a aussi, moi, pour le coup, aussi une formation, parce que les dentistes, ils m'envoient un cas d'un truc qui est très simple pour moi en dermatologie buccale, que voilà rarement, qui est un peu la base de la dermatologie buccale. Je leur explique, je leur dis le traitement de base, et plus jamais ils me redemandent le cas. Donc au tout début, j'avais des demandes qui étaient des trucs vraiment de base de dermatobuccale, qui me sont plus jamais demandés maintenant, parce que ils s'y sont formés, et donc ils font leur diagnostic tout seuls, et ils n'ont plus besoin d'un avis d'expert, et à mon avis, ils n'envoient plus non plus forcément leurs patients vers un correspondant, et c'est bien pour leur pratique à eux, ça leur fait une corde de plus à leur arc, clairement. Je crois qu'il faut préciser qu'il y a eu aussi au départ l'initiative de l'URPS, chirurgien dentiste Centre Val-de-Loire, qui a été moteur là-dedans, avec le docteur Memandi Nedjad. Moi, je suis toute seule à répondre, mais ils sont entre 30 et 40 dentistes à envoyer envoyer C'était une demande vraiment de la profession. C'était une vraie demande de leur part, effectivement. D'accord. Professeur Ballon, qu'est-ce que vous attendez, vous ? Qu'est-ce que vous espérez dans le meilleur des mondes, et qu'est-ce qui peut vous faire peur ? L'expectative, en fait, ce qu'on attend, c'est de pouvoir apporter des compétences là où elles ne sont pas, faute de candidats, puisque, ça a été dit dans la vidéo tout à l'heure, la région Centre brille par sa carence en soignants, en général. Ce qu'on attend aussi, c'est de pouvoir se rapprocher de gens qui pourraient être isolés ou pour qui les consultations seraient difficiles. On a aussi une dimension pédagogique parce que, et ça c'est vraiment très intéressant ce que vous dites, parce qu'on voit qu'il y a finalement une formation qui se fait probablement plus que ce que tu décrivais tout à l'heure avec on envoie et puis
On ne sait plus très bien, quand on reçoit la réponse 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard, ce qu'il en était. Et puis, pour répondre à votre question de tout à l'heure, est-ce que la dictologie ou la psychiatrie se prête à ce type de téléconsultation ? Moi, j'ai plutôt un a priori favorable par rapport à ça. Je pense que dans la mesure où on est dans une spécialité où c'est vraiment essentiellement médié par la parole et puis aussi le regard, et qu'on n'a pas ni à palper, ni à faire des examens compliqués, mais c'est vraiment dans l'échange. Je pense que ce support devrait parfaitement s'y prêter. Donc beaucoup d'espoir et en tout cas on attend vraiment d'avoir une évolution des pratiques. Les patients vous semblent mûrs, prêts à ça, ils ne râlent pas, les personnes âgées, les familles n'ont pas des réticences. Le patient qui vient chez vous en maison de santé peu professionnelle, il ne vous dit pas, moi, l'expert qui a des kilomètres, ça ne m'intéresse pas, je préfère le voir, le toucher ou qu'il me touche plutôt. Bon, voilà. Il n'y a pas ces réticences, ça avance dans l'esprit des gens ? Alors, aucune réticence. Aucune réticence. On n'a pas eu, nous, je crois, de cas de patients qui nous ont dit qu'ils ne voulaient pas ou qu'ils trouvaient ça aberrant. Plutôt de la curiosité, plutôt content d'être à Ligueuil en pleine campagne et de se dire on est à la pointe du progrès quand même, parce qu'on fait de la télémédecine, on va pouvoir travailler avec le spécialiste. Non, c'est plutôt, c'est plutôt positif comme approche et comme réaction au niveau de nos patients. J'ai une dernière question que vous n'avez pas posée, parce que vous parlez des avantages, tant mieux, mais les pistes d'amélioration qui ont été données dans d'autres départements, c'est de dire, bah oui, mais pour faire passer des images, des documents, beaucoup d'informations, il va falloir des gros tuyaux, du très haut débit, et c'est pas encore parfait partout. Ça vous pose pas de problème, ça, les uns les autres Ça s'est amélioré, dit madame, mais vous vouliez dire quelque chose, docteur Bleuet. Si, ça pose certains problèmes. C'est un problème. Des téléconsultations où, à cause du problème de débit, l'image ne fonctionnait pas. Oui. On va pouvoir donner... Bon, c'était voilà. Donc il faut qu'on fasse des efforts dans ce domaine. Donc appel aux dysfonctionnements collectivités locales, à l'État. Qui restent techniques, mais bon, ça devrait s'arranger. C'est en voie d'amélioration quand même. C'est votre sentiment aussi, madame? Ça va s'améliorer? Ça s'améliore? Oui. Maintenant, on a du réseau, ça fonctionne, c'est très bien, c'est pas de souci avec ça. Il y a peut-être encore des endroits, mais on sait que de toute façon, tout le filaire fonctionne, donc la Wi-Fi un peu moins bien, mais tout ça va s'améliorer, je crois, avec le temps.